Alors, donc l'observatoire APAS, et donc que le suivi national de rapace Nature. Donc, comme l'a rappelé Laurent, en fait, notre objectif, c'est de suivre toutes les guildes. Euh, et, et, et pour ça, a été monté le projet Oiseau de France, qui est en fin de compte un atlas. Et cet atlas-là traite de différents groupes avionistiques. Alors, époque ODF et époque et stock sont adaptés à ce rôle nicheur. L'IMAT est adapté au hémicoccole et à nicheur. Le choc on se cerne plutôt les passereaux hivernants, wetland, oiseaux, 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 oiseaux d'eau, et finalement, l'observatoire à passe vient combler le besoin de suivre ces rapaces nicheurs. Alors, pourquoi l'observatoire à passe? Et bien, comme a dit Yvan, les espèces, alors je devrais pouvoir mettre le pointeur, les espèces en danger et, rares et l'ocaque alizé, comme ici, ont objet de suivi et de plan d'action dédié. En revanche, les espèces communes et moins menacées étaient les lignes avant l'observatoire à passe. Donc, l'observatoire à passe se concentre sur ces espèces communes et répandues. Alors, on cherche évidemment trois variables. La première est la tendance à long terme, parce que l'observatoire à passe, ça fait maintenant 20 ans qu'il tourne. Évidemment, les distributions à l'échelle nationale, et puis les abondances en nombre de couples nicheurs pour l'observatoire à passe. Alors, où se passe l'observatoire à passe? L'unité d'échantillonnage, c'est un carré de 5 km de côté. Alors ici, un exemple, hein, c'est un carré dans le CAC à DOS. Et il y a 5 carrés par département par an qui sont tirés aléatoirement. Alors ici, un exemple en chez le CAC à DOS avec
mailles par département. Et puis, donc, l'objectif est de faire un carré par département par an. Donc, à la fin, si l'objectif est atteint, ça permet d'avoir 100 mailles en France réparties de façon homogène sur le territoire. Alors quand globalement, c'est de la fin de l'hiver au début de l'été pour suivre en fait la succession d'indices observables selon les espèces. Alors, les espèces précoces ou sédentaires, comme la buse ou les herbiers seront détectables précocement dans la saison. Et les espèces un peu plus tardives, comme la banderie apivore, ce sera détectable plus tôt en un temps. Alors, qui est-ce que là concerne? En fait, il y a 3 pôles, si on peut dire. D'abord, il y a les observateurs qui collectent les données. Et si on peut faire l'analogie avec une voiture, c'est vraiment eux qui portent le dispositif. Ensuite, il y a la coordination locale. Donc, le plus souvent, c'est une personne par département, et cette personne-là assure le lien entre observateur et coordination nationale. Et eux sont vraiment le turbo du dispositif. C'est grâce à eux que le dispositif peut décoller. Et puis enfin, en bout de chaîne, il y a la coordination nationale qui assure un retour, comme ce soir finalement. Et puis son rôle en fait, c'est de mettre un peu d'huile entre tous les rouages pour aller loin. Alors, qu'est-ce que l'on cherche? Eh ben, on cherche tous les couples nicheurs de rapaces dans le carré. Alors, en moyenne, il y a 6 espèces nicheuses par carré, avec à chaque fois 3 niveaux de certitude pour chaque couple. Est-ce que c'est un couple possible, probable ou certain? Et en moyenne, il y a donc 13 couples nicheurs par carré. Et puis, un carré typique, c'est 15 visites par an et 60 heures cumulées. Alors, comment en faire? Ici, vous avez un exemple d'une maille dans
le Finistère. L'objectif est que le carré soit entièrement visité. Alors pour ça, la prospection est libre. Ça peut être un point d'observation, un parcours aléatoire, des observations simultanées à plusieurs ou autres. En gros, l'idée, c'est de se promener partout dans le carré. Ça s'apparente un peu à une propre dans campagne. Et puis, si vous vous rappelez le début de la présentation, c'est un protocole qui s'intègre dans ODF, Oiseau de France, et tous ces dispositifs-là sont cohérents entre eux. Donc, sur une maille à passe, il est toujours possible de faire entre deux points d'observation, une époque ou des listes complètes. Et enfin, donc, passer de l'observation à la donnée, ça, c'est un processus qui dépend de chaque coordination locale, et le schéma classique est de noter les observations sur France via l'appli naturaliste, de sorte qu'à la fin, la coordination locale puisse construire la synthèse et avoir à la fin un nombre de couples par espèce par maille. Voilà, donc la présentation sera disponible. Je vous mets ici différents liens ressources. Et puis, merci à tous d'avoir écouté, et je peux prendre une question rapidement si besoin. Alors, dans quelle mesure les données acquises lors de ces programmes sont-elles intégrées au SINP? Alors ça, je vais avoir besoin d'aide, parce que alors je connais pas spécifiquement comment est-ce que en quelle mesure est-ce que l'on bascule, est-ce qu'on en envoie au SINP. Est-ce que Laurent, tu veux prendre la parole? Oui, je peux répondre. Alors, de façon générale, on livre toutes les données d'enquête au SINP. Celles-ci, on est en train justement de voir avec eux, parce que ça va être un peu technique. Mais en fait, c'est pas tant la donnée brute de collecte dans le carré qui intéresse aujourd'hui le SINP que finalement les données de tendance ou d'effectifs. Et ça, ce sont des données dites de synthèse. Et aujourd'hui, le SINP ne les supporte, enfin, comment dirais-je, c'est des formats de données qui ne sont pas forcément supportés dans le cadre du SINP. Le SINP aujourd'hui ne collecte que. C'est complètement d'actualité, on est en pleine discussion avec eux justement sur ces questions notamment de taille de population pour écrire en référentiel qui n'existe pas encore. Donc en fait, le wetland est livré, le stock évidemment, il n'y a pas de sujet, tout ça part au SINP. S'agissant de l'observatoire APAS, la donnée d'entrée est une donnée, comment vous dire ça, est déjà une donnée de synthèse faite par les personnes qui sont sur le terrain. Mais en soi, elles sont agrégées finalement sur une maille
la plus-value n'est pas délirante. Et des discussions qu'on a avec nos collègues de Patrinat, qui s'occupent du SINP, la plus-value n'est pas terrible. En revanche, elle devient beaucoup plus importante. Enfin, ça devient beaucoup plus intéressant de bancariser les données de tendance de répartition d'effectifs. Et ça, c'est un chantier qui s'ouvre en ce moment. Donc, voilà. Donc, en clair, pour répondre, elles ne sont pas livrées, mais on peut le faire. Et je crois même qu'on a convenu de le faire, mais ça ne va pas amener grand-chose. Dans le cas du NCNP, notamment parce qu'on livre à côté de ça des jeux de données bien plus importants, notamment pour construire des cartes de répartition, bien plus complets en fait que les données observateurs, qui sont en fait un échantillonnage dont voilà. En revanche, ce que produit l'observatoire, c'est-à-dire ce qu'on va vous présenter maintenant, ça oui, ça évidemment, ça intéresse beaucoup les SNP, et ça évidemment, c'est une donnée qu'on livre sans problème, avec la limite que aujourd'hui, l'outil SINP n'est pas structuré pour gérer ce type d'informations.